c'est peut-être un sujet singulier, mais l'histoire de la médecine, c'est aussi comment les maladies expliquent l'histoire. Et vous savez qu'il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur ces malades qui nous gouvernent. Alors, il y a des exemples qu'on pourrait développer, d'ailleurs qu'on essaie de développer dans le DU d'histoire de la médecine, pas que l'impact de Napoléon et son état de santé sur le cours de l'histoire, militaire ou politique. Mais on sait qu'au traité de Versailles, par exemple, Clémenceau était encore en forme, mais Wilson avait déjà fait plusieurs AVC, il avait une démence vasculaire et il n'a pas été vraiment brillant pour imposer ses vues. À Yalta, Staline était encore tout fringant, il n'avait pas encore fait son hémorragie cérébrale. Roosevelt était aussi dans un état déplorable de démence vasculaire et Churchill il avait fait un infarctus du myocarde il y a peu de temps. Et donc Yalta, le rideau de fer, ça peut expliquer aussi quand les discussions sont sans les conseillers. Voilà. Et le dernier exemple, c'est, on le sait, Gorbatchev était programmé pour être le président du Soviet suprême, mais comme il était trop jeune, les Soviets suprêmes ont décidé que Andropov et Gromyko précéderaient l'arrivée pour le préparer au pouvoir. Et les deux sont morts trop rapidement, et certains expliquent la glasnost et tout par le fait que Gorbatchev n'était pas encore bien formaté communiste pour prendre le pouvoir. Ensuite, vous le savez, les hommes politiques, quand ils sont au pouvoir, tout va bien. Même quand ils sont malades, il y a une sorte d'ambroisie du pouvoir. On a vu ça avec des présidents de la République qui étaient en forme jusqu'au dernier jour et qui déclinaient très rapidement. On a vu ça aussi avec des gens qui, une fois qu'ils ne sont plus en activité, décompensent leur maladie juste après la retraite. Alors, concernant Napoléon, on va essayer d'expliquer comment les maladies peuvent influer sur les victoires ou les défaites. Après, il faut savoir que c'est comme en rugby ou en foot, on peut être champion du monde ou ne pas l'être pour un but raté à la dernière seconde des prolongations, ou en rugby, ne pas réussir à un point à battre nos amis d'Afrique du Sud. Eh bien, Waterloo, un quart d'heure avant la fin, la bataille était gagnée. Marengo, un quart d'heure, une demi-heure avant la fin, la bataille était perdue. Donc, tous les événements ne tiennent qu'à un cheveu. Alors, concernant Napoléon, je me suis beaucoup inspiré d'une thèse qui a été faite par maintenant un médecin généraliste, Augustin Amiot-Duménil, qui a travaillé avec Michel Mailleux, qui est un passionné de Napoléon, qui avait déjà travaillé sur euthanasie, c'est vraiment un débat de circonstances, et le Code civil, Napoléon, et l'influence de Napoléon sur le débat de fin de vie de l'époque. Et puis, il a travaillé sur les maladies de Napoléon depuis son enfance jusqu'à sa mort. Et fort de cette thèse, moi ce que j'ai essayé de chercher, c'est, en vous expliquant un peu rapidement d'abord toutes les maladies et son enfance et son état psychologique, expliquer après, est-ce que ces maladies ont eu une influence sur le champ de bataille, on pourrait dire aussi, sur le consulat, sur, vous le savez, l'année 1799, c'est comme 1958, en 6 mois, il y a des hommes forts qui arrivent à vraiment réformer le pays, alors qu'aujourd'hui, on met des dizaines d'années pour avoir des politiciens et le régime des partis qui empêche toute solution. Alors, dans l'observation clinique, tout d'abord, de Napoléon, on fait un peu d'anamnèse. Déjà, on oublie que quand Napoléon était dans le ventre de sa maman, ça se passait mal en Corse. Donc, la grossesse de sa mère a été quand même un peu perturbée. Et quand ils ont fui en Corse, il y a eu quand même pas mal de soucis dans le voyage. Ce n'étaient pas les autoroutes et les routes d'aujourd'hui. Et le médecin, lorsqu'il a accouché, a dit « L'enfant est un peu débile avec une grosse tête. » Et il est venu au monde malingre et chétif. Bon. Et puis, vous le savez, Napoléon n'est pas corse, il est italien, avec les origines de son père et sa mère. Et puis, il y a eu beaucoup d'enquêtes génétiques récentes, enfin, semi-récentes, notamment pour l'ADN mitochondrial, qui permet quand même maintenant de regarder si on est vraiment le fils ou la fille d'un tel ou un tel. Alors, ce qu'on apprend, parce qu'il y a une légende qui dit que c'est pas Napoléon qui est aux Invalides, ça c'est une légende américaine qui dit que en fait les Anglais ont tellement été stressés avec Napoléon qu'ils l'ont substitué son corps par Cipriani, et qui était mort un petit peu avant, qu'ils l'ont mis dans le cercueil et qu'ils ont emmené Napoléon sous Westminster pour le dominer éternellement.
L'enquête, on a réussi, lorsque on est allé rechercher le corps de Napoléon, on a réussi à extraire un morceau de peau et on a pu faire l'ADN mitochondrial de la famille. C'est bien Napoléon qui est aux Invalides d'après l'ADN mitochondrial. Il y a une mutation très rare qui existe chez Napoléon, chez Laetitia, chez Caroline. Il y a un bouquin qui a été écrit il y a quelques années qui est assez intéressant là-dessus. Et puis après, on a regardé les antécédents. On dit que le père de Napoléon n'est peut-être pas son père. Alors, ça c'est faux aussi. Par contre, on a étudié l'ADN mitochondrial de Napoléon III. Napoléon III n'est pas un oncle, enfin, il n'est pas le neveu, le petit-neveu de Napoléon. En fait, son frère Louis de Napoléon Ier n'a pas l'ADN de son frère. Donc c'est Laetitia qui a trompé Charles, non pas pour la naissance de Napoléon, mais pour la naissance de Louis. Louis ensuite, avec la fille de Joséphine et Napoléon III. Dans le même temps, Borny, le copain de Napoléon III, qui a comme grand-père Léon Flao, qui est un fils de Talleyrand, et donc c'est quand même pas inintéressant. Alors, maintenant on va faire, après l'anamnèse, un peu d'examen clinique. Quand on regarde tous les rapports sur Napoléon, c'est un petit malingre, un petit chétif, qu'on a appelé longtemps le chaboté. Les Anglais l'appelaient Bonnet à l'époque. Il y avait, alors, c'est Tallet et Bonnet, c'est avec Talleyrand, quand au début du consulat, ils travaillaient ensemble, pas très longtemps. Et puis, il y a un mythe, Napoléon était petit. C'est vrai, 1m68, c'est petit. Mais en fait, 1m68 à l'époque, c'était la taille normale. Donc, il n'était pas plus petit. Aujourd'hui, 1m68, c'est petit. À l'époque, ça n'était pas. On parle de maigre, de jaune un peu, un cou un peu court. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en considération pour la suite. Et puis, avec l'âge, il grossit. Je me suis amusé, en fonction des données à 50 ans, de son IMC. Donc, il est passé à 32 d'IMC quand il avait 50 ans. Donc, il était non pas en surpoids, mais il était obèse. Et on a pu estimer le poids en mesurant la taille de ses pantalons et des ceintures. Donc, tout ça est bien correct. Donc, bon, ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de remarquer dans l'examen clinique qu'il a des tics. Il est petit, il a un tic de l'épaule droite, ça ressemble à un président de la République, avec un léger pincement de la bouche de gauche à droite, quand il est fort préoccupé. Le duc de Vicence, c'est l'abbé Doyen, je pense, a dit pour varier ses plaisirs, il s'emparait d'une plume, couvrait de larges barres d'encre chacune des feuilles de papier qu'il avait devant lui. Dès qu'elles étaient bien noircies, il les froissait dans sa main et les jetait à terre. Je le vois encore assis près d'un tout petit bureau de bois peint en noir. Il le lacérait dans tous les sens avec un canif qu'il tenait à sa main. Et puis, Chaptal disait « C'est un destructeur, par habitude et par caractère. Caressait-il un enfant, il le pinçait jusqu'à le faire crier. » Vous voyez, personnalité quand même un peu singulière, d'autant que quand il est enfant, on l'appelle le ribellion, j'ai pas l'accent, mais il est querelleur, il est mutin, il est agressif, mais il est très solitaire. Il ne se mêle pas aux autres, il lit beaucoup, il est toujours dans ses pensées. Il ne faisait pas attention aux jeux de ses camarades, il ne prenait pas part aux jeux des autres. Et il disait, j'ai choisi dans l'enceinte de l'école un petit coin où j'allais m'asseoir pour rêver à mon aise. Donc un grand rêveur. Brienne, à Brienne, on dit qu'il a un caractère dominant et impérieux, et à l'école militaire, qu'il est extrêmement égoïste. Alors, quand on regarde les rapports de l'école militaire sur le général de Gaulle, quand il était capitaine, c'est la même chose. Adulte, on dit qu'il a beaucoup de sauts d'humeur. Alors ça, c'est pas vraiment vrai parce que tout était calculé. La querelle avec la merde dans le bas de soie avec Talleyrand, après Erfurt, la querelle avec le pape pour le concordat, tout ça, c'est du calcul. Mais néanmoins, on dit qu'il est glaçant par son seul regard ou ravissant par un charme voulu. Donc vous voyez, il sait faire avec les gens.
contrairement à ce qu'on dit, il n'a aucune rancune, il est très clément, il y a plusieurs exemples. Il y a un exemple que je prends toujours en exergue pour les conseils de discipline, ici pour les étudiants. Lorsque, pendant la campagne de 1813-1814, il y a beaucoup de jeunes Marie-Louise, pardon, pas Joséphine, Marie-Louise, les jeunes de 18 ans qui fuyaient, qui désertaient, on faisait des conseils de discipline avec l'idée de fusiller parce qu'ils étaient des traîtres. Napoléon avait l'habitude de dire on fait le conseil de discipline, on évoque d'être fusillé, et après il disait non, ça c'était pour vous faire peur, vous y réfléchirez la fois prochaine. Donc toujours revenir. Talleyrand qui l'a trahi en permanence, ou en tout cas qui a trahi les idées, parce qu'il n'a pas forcément trahi la France, ça se discute. Talleyrand, vis-à-vis de Talleyrand et Fouché quand même, qui ont tout fait pour le virer, il était quand même assez clément, il les a gardés longtemps. Même Cadoudal, qui voulait le tuer, il n'était pas pour tuer Cadoudal. C'est un grand rêveur. Alors, les phrases en bleu, c'est dans Le fil de l'épée de Charles de Gaulle, qui disait tous les grands hommes d'action furent des méditatifs. Pensez à lui, bien sûr. Mais voilà. Et c'est un grand rêveur. Il disait lui-même, oui, madame, vous avez raison. C'est bien cela. Je ne vis jamais que dans 2 ans. Où l'Europe est une taupinière. Il n'y a jamais eu de grands empires, et de grandes révolutions qu'en Orient. Je fonde dans l'Orient un nouvel et grand empire qui fixera ma place dans la postérité. Je créerai une religion. Je me voyais sur le chemin de l'Asie. Enfin voilà. Et même pendant la campagne de Russie, où vraiment ça se passe mal, enfin en tout cas à l'aller, on ne sait pas encore que ça va se passer mal, il dit Alexandre était parti d'aussi loin que Moscou pour atteindre le Gange. Donc, vous voyez, c'est un grand rêveur mégalomaniaque. Très ambitieux, il disait que la France est sa maîtresse, je couche avec elle, elle ne m'a jamais manqué. Donc les woke aujourd'hui diraient qu'il faut déterrer Napoléon pour le castrer. Et me prodigue son sang, ses trésors, si j'ai besoin de 500 000 hommes, elle me les donne. Et à un moment, quand Joseph revendiquait un peu la couronne, il disait, c'est comme s'il lui dit à un amant passionné qu'il a, vous imaginez, sa maîtresse, ma maîtresse, c'est le pouvoir. Vous voyez quand même une personnalité particulière. Madame de Staël, qui n'est pas une de ses amies, en tout cas qui ne l'a pas été longtemps, dit quelque chose qui me semble important. Je sentais confusément qu'aucune émotion du cœur ne pouvait agir sur lui. Chaque fois que je l'entendais parler, j'étais frappé de sa supériorité. Elle n'avait aucun rapport avec celle des hommes instruits et cultivés, car il était très instruit, très cultivé. C'est un homme, contrairement à la nullité du livre de Jospin, c'est un homme de la Révolution, c'est pas le prédécesseur de Pétain, c'est complètement idiot historiquement. Et donc, il a quand même une personnalité bien singulière. Alors, Jacques Bainville, alors excusez-moi, c'est peut-être une référence qui fait frémir, mais au niveau histoire, il a quand même écrit des choses passionnantes. Il disait, c'est un homme formé par les livres, une sorte de polytechnicien littérateur. Bon, pour l'instant, rien de particulier. Ce qui est intéressant, c'est ce que dit Roederer, qui, vous savez, en quelques mois, il s'intéressait à tous les sujets, pour arriver à des réformes qui ont duré et certaines qui existent encore. Il disait, ce qui caractérise entre tous, ce n'est pas seulement la pénétration et l'universalité de son intelligence, c'est la flexibilité, la force et la constante de son attention. Il peut passer 18 heures de suite au travail, à un même travail. Je n'ai jamais vu son esprit sans ressort, même dans la fatigue du corps, même dans la colère. Donc ça, c'est au début, au moment du consulat, et le début de l'Empire, parce qu'on va voir quand même que, comme disait De Gaulle, jusqu'en 1807, tout va bien. Démesuré, alors Hippolytaine, j'en reparlerai parce qu'il y a des propos d'Hippolytaine dans la France contemporaine, qui est un chef-d'œuvre, je cite souvent, je suis désolé, j'ai cité dans mes vœux, je cite tout le temps, mais le désastre français actuel, de la France actuelle, il faut relire Hippolytaine pour comprendre pourquoi on en est là. Démesuré en tout, mais encore plus étrange, non seulement il est hors ligne, mais il est hors cadre, par son tempérament, ses instincts, ses facultés, son imagination, ses passions, sa morale. Il semble fondu dans un monde à part, composé d'un autre métal que ses concitoyens et ses contemporains. Donc c'est pas monsieur tout le monde. Alors, l'histoire clinique, pour brosser un peu les différentes étapes, là, j'en dirai quelques mots pour chacune, jusque les campagnes d'Italie, campagnes d'Égypte, le début jusqu'à Marengo,
Bon, il y a des petites maladies, on va en reparler. Le palu, il va s'en servir sur le plan militaire stratégique. Il va comprendre, en ayant eu le palu comme ses frères, et qu'est-ce que l'influence du palu sur les armées. La dermatologie, la tuberculose pulmonaire, comme tout le monde à l'époque. Je rappelle que Laennec, quand il est arrivé comme externe en 1801 à Paris, un Breton qui écoutait les bruits de la nature en Bretagne, et qui là disait « Je suis frappé quand je ouvre la fenêtre de ma chambre pour écouter, on entend tout Paris tousser. » La tuberculose régnait partout. Et puis ensuite, on va avoir des gros morceaux, des maladies qui vont influer. Alors il va y avoir toute la pathologie gastrique, toute la pathologie rénale qu'on connaît moins, et puis le digestif qui va jouer un rôle, mais aussi le cognitif, comme on le reverra. Alors, très vite, parce que ce n'est pas le but du jeu, la malaria, bon, il a eu plusieurs accès palus depuis 1797. Bon, ça, beaucoup de militaires à l'époque, en Italie, il y avait beaucoup de palus à l'époque encore. Et il a appris beaucoup avec le chirurgien Bienvélo sur le mauvais air, la malaria, mauvais air, et sur l'influence sur l'hygiène de vie, parce qu'au niveau hygiène de vie, Napoléon, il a un comportement stéréotypé de se laver sans permanence, sans rapport avec les lésions dermato, mais enfin, il connaît bien l'hygiène, et il connaît l'impact du mauvais air dans les marais pour la responsabilité des marécages dans le palu. Il s'en servira même en 1809, il est en Autriche, alors je ne sais pas si c'est avant ou après Wagram, mais les Anglais, qui attaquent toujours par derrière, ou qui se battent avec le dernier des Autrichiens, décident, pendant qu'il est dans l'Empire autrichien, d'attaquer et de prendre d'abord l'île de Valcarel. Et panique à Paris, Fouché est très paniqué de savoir que les Anglais peuvent arriver, et Napoléon leur dit « N'ayez aucune crainte, l'expédition des Anglais est comme une folie, il sait qu'il y a beaucoup de palus. Avant 6 semaines, sur les 15 000 hommes débarqués, il n'en restera que 1500, etc. » Il connaît le terrain, et c'est ce qui s'est passé. Alors, ensuite, on dit beaucoup, il prend beaucoup de bains, il avait des problèmes cutanés, et l'hypothèse de la gale a été beaucoup avancée, parce que quand il était à Toulon, il aurait saisi le refouloir d'un canon utilisé par un canonnier qui est mort pendant la bataille, enfin pendant cette période, et qui était galeux. Et donc, on a beaucoup, Desgenettes avait dit à l'époque, il a attrapé la gale, c'est très contagieux, et ça va se poursuivre jusqu'en Égypte. Il a des prurites intérissables, des lésions de grattage, etc. Mais, d'après les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, on est plutôt dans l'eczéma. Bon. Après, je ne vais pas détailler, mais pour la gale, ça semble difficile d'expliquer toute l'histoire clinique. Je ne suis pas dermatologue, donc je ne vais pas insister. Puis ça n'a aucune influence sur l'art militaire, donc ce n'est pas la peine d'en parler. Et quand il était dans ce bain, ça pouvait lui rappeler Trafalgar, mais ce n'était pas forcément bon pour son petit cœur. La tuberculose pulmonaire, oui, bien sûr, il a eu une primo-manifestation de tuberculose en 1796, juste au début de la campagne d'Italie, avec le 14 janvier 97 Rivoli. Il est amaigri, fiévreux, il tousse, il est maladif. En Égypte aussi, il est fort maigre, très jaune. Et on verra qu'à l'autopsie, on va retrouver effectivement des foyers de tuberculose. Mais tout ça va aller jusqu'en 1803 avec une congestion pulmonaire, et puis après, on ne parlera plus du tout de la tuberculose. Certains ont dit qu'il était épileptique. Et bien sûr, on peut retrouver des textes. Alors, celui qui conclut définitivement sur l'absence d'épilepsie, c'est Jean Tullard, qui dit d'une façon très simple, l'épilepsie, c'est la maladie qui a été inventée par tous les bellicistes, les bellicistes, j'ai mis libellistes, c'est bellicistes anglais, pas tous ceux ou libellistes, je ne sais pas, les deux, et qui n'aimaient pas Napoléon. En fait, il y a beaucoup d'écrits, mais on s'aperçoit que c'est plutôt une irritabilité excessive qui rejoint un peu son comportement stéréotypé dont je vous parlais. Le moindre obstacle l'irritait dès qu'il avait pris une décision. C'est quand même un peu curieux, hein. La moindre observation le mettait en fureur, et si la contradiction devenait trop vive, il frappait du pied, se battait la tête et finissait parfois par se rouler par terre. Ça ne vous rappelle pas des maladies psychiatriques, tout ça? Après avoir fait quelques pas en silence, il s'arrêta, ce que dit Tolstoï, son visage semblait pétrifié et sa jambe gauche tremblait convulsivement. Bon, en gros, il n'y a pas d'épilepsie. Alors, l'ulcère gastrique, bien sûr,
c'est très connu. C'est à partir de 1808 qu'il va avoir ses premières douleurs de l'estomac, qui vont être intenses et répétées. Corvisart, son médecin, dit mais non, c'est parce qu'il mange très vite, hein, un repas qui dure plus de 10 minutes. Général de Gaulle, c'était 20 minutes. Le dimanche, ça pouvait aller jusqu'à une demi-heure, mais après, c'était insupportable d'être à table. Napoléon, c'était 5 minutes, 10 minutes, puis après, c'était insupportable. Donc quand on mange vite comme ça, on peut avoir mal à l'estomac. Néanmoins, on verra qu'à l'autopsie, il y a des problèmes digestifs, ça c'est clair. Et au moment de la bataille de Leipzig, on ne va pas trop en parler, mais il a vraiment de gros problèmes de l'hypocondre droit et vraiment des problèmes digestifs aussi à ce moment-là. On y reviendra. Après, la légende de la main qui supporte un ulcère, c'est complètement idiot parce que depuis 1702, on décrit pour les tableaux avoir les mains dans les poches ou les mains comme ça semblait d'être un pecno à l'époque. Et la façon gentleman de se tenir sur les tableaux, pas sur les photos, c'était d'avoir la main comme ça. Donc, vous retrouvez ça avec Jean-Baptiste de La Salle qui explique tout ça. Alors, après, il a de gros problèmes urinaires. C'est pas souvent mis en évidence. Lui-même dit, c'est là ma partie faible, c'est par là que je périrai, et ce sera ma mort. Il a, d'après Sorensen, qui a beaucoup travaillé avec un Français après Leclerc, sur ses troubles urinaires. Donc, a priori, dès 1780, il y a des problèmes urinaires. Il a de gros problèmes de dysurie par la suite. Marie-Louise ne couchait plus avec lui à cause du fait qu'il se levait sans arrêt. Alors, il faut savoir aussi, contrairement aussi aux habitudes d'aujourd'hui, qu'à l'époque, les couples ne couchaient ensemble que peu de temps, le temps de petite affaire, et après, ils se séparaient pour justement éviter tous les soucis qu'on peut avoir pendant la nuit, et c'était l'habitude. Bon. Mais s'il se levait pour aller pisser sans arrêt, c'est vrai que il y a des épisodes de rétention. Et alors, pendant la campagne de Russie, on y reviendra en détail, il a vraiment des gros troubles infectieux, puisqu'on décrit des sédiments remplaçant le tiers du vase. N'importe quel clinicien dirait effectivement, c'est pas une CBU positive. On le voit souvent uriner, la tête appuyée contre un arbre. Vous avez le film Waterloo, où on le voit à un moment qu'il est en train de... Alors là, c'est plus l'estomac, mais en fait, il est en train de pisser parce qu'il n'arrive pas à pisser. Et on verra que l'épisode de rénal pendant la campagne de Russie explique beaucoup de choses à Borodino. Et l'hypothèse de Leclerc, c'est de dire qu'il avait tellement de problèmes rénaux qu'il avait vraisemblablement une insuffisance rénale chronique par néphro-angiosclérose, peut-être avec une lithiase associée. Il faut rappeler que Napoléon III, il avait aussi des problèmes de lithiase. Mais en tout cas, ça pourrait donner, alors on pense même qu'il commençait à être hypertendu en 95, mais là, ça paraît un peu maigre comme argument. Néanmoins, l'épitose rénale va être importante. Après, c'est un suicidaire, comme beaucoup d'hommes célèbres. Lorsque ses potes thermidoriens, enfin ses potes de la convention jacobine disparaissent, le frère de Robespierre, etc., il est prêt à se suicider. Au pont d'Arcole, certains décrivent le sacrifice comme une tentative de suicide. À Fontainebleau, il va jusqu'à l'acte, mais heureusement pour lui, le poison qu'il avait autour du cou depuis la campagne de Russie n'était plus efficace. À la côte de Laffray, là, quand il affronte le maréchal Ney et les troupes de Louis XVIII qui viennent l'arrêter au retour de l'île d'Elbe, il se présente en disant « tu es votre empereur ». Et puis à Sainte-Hélène, là, il y a de quoi, il y a une dépression très réactionnelle, du par les conditions imposées par nos amis britanniques. Alors voilà, je vous ai d'abord brossé un peu l'histoire clinique, depuis la naissance, comme un clinicien devrait toujours faire, hein, les étudiants, vous devez toujours procéder comme ça prend du temps. Et après, maintenant, on va essayer d'évoquer comment tout ceci a pu influencer sur sa santé militaire. Alors, comme je vous ai dit, jusqu'à Tilsit, pendant 10 ans, hein, de 97 à 1807, tout va très bien. Bon, le consulat, je ne rappelle pas tout ce qui a été, le système de santé qui a été complètement revu, le Concordat, l'épée, l'Amiens, les villes, code civil, France germinale, Banque de France, les lycées, les préfets, les arrondissements, les cantons, le Conseil d'État, enfin tout. Donc, quand même, ça carbure bien. Et puis, les batailles sont plutôt faciles. Enfin,
jusqu'à Marengo, où je vous dis, ça n'a pas été si simple que ça. Mais avant, la stratégie, la tactique plutôt que la stratégie, est extrêmement supérieure à tous les militaires. Et effectivement, sur le plan médical à l'époque, bon, il y a un peu de palu, de l'eczéma, comme je vous l'ai dit, un peu de tuberculose, mais ça n'a pas beaucoup d'impact. Alors, comment on explique le fait qu'il était très supérieur aux autres sur le plan militaire par rapport à tous les maréchaux autrichiens, russes, prussiens, etc. Certains évoquent un génie militaire. Bruno Colson, c'est un Belge, un historien militaire qui a beaucoup travaillé. Il y a un énorme bouquin, je vous mettrai la référence, sur l'art militaire de Napoléon et qui explique beaucoup de choses, mais c'est très militaire. Il dit qu'il a une façon de tactique très forte, il va beaucoup plus vite que les autres. Et puis, Hippolyte Taine dit, si la prévision s'accomplit, c'est que, comme les célèbres joueurs d'échecs, il a évalué juste, outre le jeu mécanique des pièces, le caractère et le talent de l'adversaire, deviner ses fautes probables au calcul des quantités et des probabilités physiques. Il a joint le calcul des quantités et des probabilités morales, et il s'est montré grand psychologue autant que stratégiste accompli. La science militaire consiste à bien calculer toutes les chances d'abord et ensuite à faire exactement, mathématiquement, la part du hasard. C'est sur ce point qu'il ne faut pas se tromper, qu'une décimale de plus ou de moins peut tout changer. Donc contrairement à ce qu'on dit, il a une intuition sur le champ de bataille, tout est vraiment très comme un joueur d'échecs. Et puis, Clausewitz, lui, c'est celui qui va apprendre beaucoup de Napoléon. L'armée prussienne va se reconstituer pour la campagne d'Allemagne avec les principes de corps d'armée, etc. de Napoléon. Il disait débuter par des coups décisifs, se servir des avantages ainsi obtenus pour frapper de nouveaux coups, jouer toujours son gain, etc. Donc, première hypothèse du génie, comme beaucoup l'évoquent. Deuxième hypothèse, c'est Charles de Gaulle. Alors, il ne cite pas Napoléon, mais il dit que la culture générale est quelque chose d'essentiel pour l'école du commandement. Je vous conseille de lire ou de relire Le fil de l'épée, c'est pas inintéressant. Et la phrase qui résume tout, il dit « Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote ». Pareil, Alexandre est beaucoup plus cultivé, a beaucoup plus de culture générale que tous les contemporains de l'époque. Donc pour De Gaulle, la culture générale forme l'instinct et l'intelligence. Ces deux qualités sont indispensables au chef pour discerner et prendre des décisions rapidement. Les grands hommes de guerre ont toujours eu d'ailleurs conscience du rôle de la valeur de l'instinct. Donc culture générale. Et puis après, il y a une hypothèse évoquée par Scrudra, que moi me séduit beaucoup. Est-ce que Napoléon n'était pas le Elon Musk de l'époque? Est-ce qu'il n'a pas de l'autisme, dans le spectre de l'autisme? Alors, il cite les éléments suivants. Ça, c'est médical. Après, je vous donnerai les éléments qu'on peut retirer dans la littérature de l'époque. Capacité de dicter plusieurs lettres en même temps, aspect créatif, désinhibition des pensées, dès que les idées viennent à l'esprit. Il peut se focaliser sur un sujet et puis ne penser qu'à ça pendant des heures et des heures. Si vous avez un jour l'opportunité de lire la campagne d'Italie et la campagne d'Égypte écrite par Napoléon, c'est un des rares trucs écrits par Napoléon, avant de m'intéresser à ça, quand j'avais lu ces écrits, je me suis dit, mais quelle mémoire, il comprend sur la topographie, sur telle rivière, tant de mètres, il a une mémoire, mais comme un autiste. Il est explosif, il a horreur de l'imprévu, fort souci de détails, et puis il a une hyperactivité impulsive, je vous l'ai montré, il a des troubles obsessionnels compulsifs, 2 heures de toilette tous les jours, c'est vraiment très impressionnant. Alors, j'ai été relire tout le chapitre d'Hippolyte Taine qui part de Louis XIV jusqu'à la Troisième République et qui explique l'esprit français dont je parle souvent, qui est dans l'idéologie et qui veut forcer l'idéologie à changer la réalité des choses. Ça, c'est typiquement français, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on voit tous les jours aujourd'hui. On veut imposer d'en haut et les vrais gens n'en veulent pas parce que ce n'est pas la réalité des choses. Et voilà. Et Hippolyte Taine dit, alors souvent on dit Hippolyte Taine dit Napoléon a 3 cerveaux. Non, il dit il y a plusieurs atlas dans le cerveau de Napoléon. Le premier est militaire et forme un recueil énorme de cartes topographiques, aussi minutieuses que celles d'un état-major, avec le plan circonstancié de toutes les places fortes, avec la désignation spécifique et la distribution locale
de toutes les forces de terre et mer, donc militaires. Deuxièmement, civil, ressemble à des gros volumes où chaque année nous lisons aujourd'hui l'état du budget, les innombrables articles de la recette et de la dépense, l'impôt à l'intérieur, les contributions à l'étranger, les produits des domaines en France, services de la dette, il aurait du boulot aujourd'hui, pensions, travaux publics, et du reste ensuite toute la statistique administrative, la hiérarchie des fonctionnaires. D'ailleurs, il n'aimait pas les dettes. Les Anglais, à l'époque, ont fait beaucoup de dettes pour se battre contre Napoléon. Lui, il ne voulait pas des dettes. C'est vraiment deux attitudes différentes. Le troisième, c'est un énorme dictionnaire biographique qui connaît tout le monde, les noms, les casiers judiciaires, etc. Si grossis que soient les trois atlates, ils sont imprimés en entier dans l'esprit de Napoléon. Il en sait non seulement le résumé total et les résumés partiels, mais aussi les derniers détails. Il perçoit en bloc et par le menu les diverses nations qu'il gouverne directement ou par autorité, c'est-à-dire 60 millions d'hommes, les diverses contrées qu'il a conquises, etc. C'est quand même impressionnant. Quand même. Alors, maintenant, qu'est-ce que dit Napoléon lui-même? Napoléon dit, quand il est encore Bonaparte, « Les divers objets et les diverses affaires sont casés dans ma tête comme dans une armoire. Quand je veux interrompre une affaire, je ferme son tiroir et j'ouvre celui d'un autre. Ce n'est pas un génie qui me révèle tout à coup ce que j'ai à dire ou à faire, c'est ma réflexion, c'est la méditation, je travaille toujours. » C'est quand même intéressant. Et Hippolyte Taine rappelle, dans l'Atlas psychologique et moral, il y a quelques résumés faux, il y a quelques erreurs. Mais ces erreurs sont l'œuvre de sa volonté plutôt que de son intelligence. Par intervalle, il les reconnaît. S'il a des illusions, c'est qu'il se les forge. Il n'y a que ses passions qui puissent troubler sa lucidité. Jacques Bainville, qui n'aime pas Napoléon, mais qui, comme beaucoup, on est admiratif quand même de l'intelligence, dit, en fait, on pense toujours que Napoléon est un grand stratège, c'est pas vrai. Napoléon n'a prévu ni les machines à venir, ni le machinisme. Il ne tient aucun compte des sciences, il est tout sur le canon de Louis XVI, le Gribeauval, et les leçons de Suffren. Ni le bateau à vapeur qui existe déjà, et ni les premiers sous-marins, puisque Fulton va aller voir Napoléon pour lui dire, voilà, et non, c'est les Anglais et les Américains surtout qui vont. Donc, c'est pas un innovateur, enfin, il n'innove pas. Et Colson, toujours ce Belge militaire, enfin historien militaire, son héritage durable réside dans la conduite opérationnelle du guerre, chercher à disloquer l'ennemi, etc. En stratégie, il n'a jamais perçu l'importance de la marine, la réduisant à un appoint pour l'armée. Donc, c'est un extrêmement bon tacticien avec une mémoire tellement forte qu'il a tellement une connaissance de tout qu'il sait, mais ce n'est pas du tout un stratège. Donc, si la première partie se fait sans maladie bien précise, je pense, à mon sens, qu'une part d'autisme, alors vous allez dire, Elon Musk, il est très innovant, enfin en tout cas, il doit avoir une capacité de travail, etc. Moi, et on sait qu'il a un Asperger. Donc, je trouve quand même qu'il y a des éléments. Alors, les pédiatres qui sont ici vont peut-être me contrer en disant mais non, il y a tel élément qui fait que. Et d'ensuite, à partir de la guerre d'Espagne, tout le scénario se déroule à l'inverse. C'est bêtise sur bêtise, catastrophe sur catastrophe. La guerre d'Espagne, c'est une nullité complète. La campagne de Russie, c'est absurde. Comment un type aussi brillant a pu s'engager? Que s'est-il passé? Et comment, dans les batailles, a-t-il réagi par rapport à ce qui s'est passé avant? Alors, toujours dans le domaine neuropsy, une première notion possible, c'est l'hubris. Au bout d'un moment, il a tellement gagné dans une première partie de sa vie que tout est démesuré dans sa tête. Et donc, et je prends l'Espagne, et je prends la Russie, et je fais le blocus, etc. Alors, Motonlon, qui va être proche de lui jusqu'à la fin, ça ne s'est pas toujours bien passé, il disait « Attendre incessamment les ressorts de l'organisation même la plus merveilleuse qui fut, à penser, à vouloir, à agir pour tout le monde, qui ne risquerait pas de perdre l'équilibre. » C'est la césarite provoquée par les influences extérieures et par l'éclosion de laquelle l'hérédité n'est rien, le milieu est tout. Alors, on peut l'appliquer à des hommes politiques de chez nous, qui parfois partent un peu n'importe quoi, dans n'importe. Et lui-même disait, j'ai couché dans le lit des rois, j'y ai contracté une terrible maladie. Bon, un peu de la... Et voilà, Napoléon de la guerre. Voilà comment il pensait au début, pendant la campagne d'Italie par exemple. Il disait que, par exemple, en montagne, je ne suis pas militaire, mais
En montagne, il ne faut surtout pas être défensif. Il faut pas être offensif. Il ne faut pas foncer sur l'adversaire. Il faut faire du défensif pour obliger l'ennemi à attaquer. Donc ça, c'est en 1800, tout va bien. Et puis en 1808, on dit, à un col, peu importe, il dit... Il était alors devenu impatient à force de se sentir supérieur et sa puissance l'aveuglait, au point qu'il se sente capable de contrevenir à ses propres principes. Donc il y a quand même de l'hubris, à mon sens. Est-ce de l'hubris ou est-ce de la folie? Pinel, qui est quand même le père de la psychiatrie à l'époque, disait entre un homme de génie et un fou, il n'y a pas l'épaisseur d'une pièce de 6 liards. Il faut... Ah non, il dit à Pinel, il faut que je prenne garde de ne pas tomber entre vos mains, au psychiatre. Et on dit aussi, sa folie, c'est de s'être vu supérieur à tous les concurrents présents et passés, lui le parvenu de basse extraction. Alors, je ne vais pas faire de la psychanalyse de bas étage, mais c'est vrai qu'on peut comprendre que quelqu'un qui était peu connu, chétif, enfant, on ricanait de sa personnalité, son accent, qui devient empereur à 36 ans, ça peut donner un peu de folie. On a vu des jeunes présidents qui ont aussi beaucoup d'hubris. Ça a été le reproche, pour parler très ancien, Giscard, on a dit qu'il avait attrapé l'hubris avec la nomination trop rapide. Il y en a d'autres aussi qui ont été probablement nommés trop rapidement. Et donc, première hypothèse, c'est purement psychiatrique, hubris ou folie. Il y a beaucoup de ça. Après, il y a beaucoup de partisans du syndrome d'apnée du sommeil. Alors, il y a Chouard qui a beaucoup écrit là-dessus. Il explique même que pour lui, s'il n'avait pas les apnées du soleil, l'Empire français existerait encore aujourd'hui. Alors, quels sont les arguments? Bon, d'abord, il est très maigre au début, puis à la fin, il grossit, ça je vous l'ai dit. Une surcharge, une obésité les dernières années. Je vous ai dit dans sa description qu'il avait un cou court. Les masques funéraires, les vrais, parce qu'il y en a beaucoup de faux, montrent une rétrognathie, une déviation de la cloison nasale découverte pendant l'autopsie. Donc tout ça, ça peut être des arguments, effectivement. Par contre, dans aucun écrit, on ne parle de ronflement. C'est un peu embêtant. Mais certains disent, mais il est tellement une personnalité importante et qui censurait tout, que peut-être on a, comme à l'époque des soviétiques, ou des mélanchonistes, on supprime tout ce qui ne va pas dans l'histoire du parti. Bon, peut-être. Par contre, Jean Tullard dit, au début, il couché à minuit, il se réveille à 3 heures pour réfléchir aux affaires les plus délicates, prend un bain chaud, comme beaucoup de gens se prennent un bain en se réveillant la nuit, c'est vrai, se recouche à 5 heures. Là on est au début. Recrue de fatigue, il s'assoupit au Conseil d'État et lorsqu'il s'éveille, il reprend la délibération au point aucun ambassadeurs poursuivant le débat à mi-voix l'a amené. Donc là, l'esprit, il marche bien. Mais l'âge avançant, alors là, je ne vais pas tout lire, l'âge avançant, l'empereur présente de plus en plus de somnolence. Le sommeil qu'il avait maîtrisé jusque-là, le maîtrisait à son tour. Ça, c'est Chaptal. Et lui-même dit, au lieu d'un verre de limonade, c'est maintenant d'un verre de café dont je sens le besoin. Et il s'assoupit de plus en plus, son énergie intellectuelle disparaît. Et donc, le docteur Chouard dit, les troubles cognitifs, c'est le moine qui dit ça, les troubles cognitifs expliqueraient peut-être l'erreur stratégique de la campagne. Et Chouard dit, si Napoléon avait été traité par le syndrome d'apnée des sommeils, comme on le fait aujourd'hui, certaines erreurs tactiques auraient été évitées, la retraite de Russie n'aurait peut-être jamais eu lieu, il aurait sûrement aidé à créer une Europe unie, et peut-être que cela nous aurait épargné 2 guerres mondiales. Vous voyez, là, c'est peut-être lui qui est un peu dans l'hubris. Bon. En tout cas, il se traîne de plus en plus sur le champ de bataille. On le voit bien même sur les tableaux, il est un peu moins alerte qu'avant. Alors, il faut s'intéresser à 2-3 batailles. C'est la bataille de la Moscova, Borodino, où là, effectivement, il ne va pas bien. Tous les témoins de la bataille mentionnent que l'empereur est fragile, fébrile, qu'il n'a plus le génie militaire d'avant, et qu'il n'a fait qu'envoyer son armée sur les Russes, sur les canons russes. Mais lui-même, on pourrait dire, bah oui, il a perdu sa tactique, et puis il envoie l'armée, comme il va le faire à Waterloo aussi. Et lui-même, il dit, à la Moscova, j'ai attaqué la position des Russes, la grande batterie russe,
car une armée qui a une nombreuse et bonne cavalerie, qui peut manœuvrer en arrière d'un système de bonnes redoutes, ne doit pas être attaquée. Donc il a quand même ses arguments. Et il dit, j'aurais pu tourner par la droite la position des Russes et les forcer à l'abandonner, mais j'avoue que je ne la jugeais pas si forte qu'elle était. Et d'ailleurs, j'avais besoin d'une bataille. Je voulais profiter de l'occasion pour empêcher Kutuzov de m'entraîner plus avant à sa poursuite dans l'intérieur. Donc il raisonne quand même bien. Mais néanmoins, pour certains, il ne va pas très bien. Et on sait qu'il ne va pas très bien, puisque on a pu refaire l'histoire de sa maladie à l'époque. Le 6 septembre, il a un rhume. Vous allez dire, un rhume, c'est pas bien grave. Tolstoï dit lui-même, dans Guerre et paix, le rhume de cerveau qu'il a eu, qui a eu une influence sur la volonté de Napoléon de livrer ou non la bataille, pouvait devenir la cause du salut de la Russie. C'est quand même cité. Et puis il y a le bulletin du médecin de l'époque, le 5. L'empereur lui signale que ses jambes ont gonflé et qu'il urine à peine. Le 6. Une toux continuelle et sèche, une respiration difficile et entrecoupée, l'urine ne sortant que goutte à goutte et bourbeuse et sédimenteuse. Le bas des jambes et les pieds extrêmement édémaciés, le pouls serré, fébrile et irrégulier. Ça, c'est la description de l'époque. Et à partir de là, Sorensen dit, en fait, il a dû faire un œdème aigu du poumon, sur décompensation rénale, liée à une infection ou une lithiase urinaire, enfin en tout cas, voilà. D'autres disent que c'est une prostatite parce qu'il était beaucoup à cheval, les sténoses, etc. En tout cas, pour certains, et c'est vrai qu'il semble y avoir du rénal là quand même. Enfin, je ne sais pas, tous les médecins ici me diraient qu'il y a quand même un problème rénal, il faut faire quand même un petit bilan rénal. Donc là, effectivement, il est quand même pas bien pour la bataille et Constant, qui est quand même le plus proche. Hein, vous savez, dans un service, c'est vous êtes soignante qu'il faut demander l'avis pour les malades. Ils en savent plus que l'interne. Constant, il en dit plus que les médecins. Il avait depuis quelque temps un gros rhume qu'il avait un peu négligé et qu'il augmenta par les fatigues continuelles de cette mémorable journée. Il s'y joignit une extinction de voix qu'il combattit par un remède tout à fait militaire. Cette trachéite fébrile a pu empêcher l'empereur d'analyser convenablement le champ de bataille de Borodino, permettant la constitution de l'empereur était éminemment nerveuse. Il était soumis aux influences morales et le spasme se partageait entre l'estomac et la vessie. Il éprouvait, lorsque l'irritation se portait sur l'estomac, des toux nerveuses qui épuisaient ses forces morales et physiques, au point que l'intelligence n'était plus du tout la même chez lui. La vessie partageait ordinairement ce spasme, et alors il se trouvait sous l'influence d'une position fâcheuse et dégradante. Le déplacement... Bon, d'abord, ils écrivaient mieux que les étudiants en médecine, les observations, et d'aujourd'hui, et d'hier. Et donc, on voit quand même qu'il avait vraiment des problèmes et rénaux, et peut-être gastriques aussi. Alors après, il y a 1813-1814, Clausewitz va s'adapter, et puis on voit que, alors que les Prussiens, ils ont appris de toutes les défaites, et donc ils organisent leur armée différemment, Napoléon, il reste toujours dans la même... Il ne change pas sa tactique, il ne change pas sa stratégie. Et donc les autres vont gagner des victoires parce qu'ils comprennent. Ça prouve quand même qu'il n'est pas très stratège, il ne s'adapte pas à son environnement. Il est très tacticien, mais il ne comprend pas forcément les choses. Et pour moi, en diplomatie, pourtant je n'aime pas Talleyrand, mais Talleyrand était beaucoup plus fort pour notre pays que Napoléon, qui a fait que des conneries sur le plan diplomatique. Ça, c'est mon avis. Je sais que des gens comme Louis Madelin défendent bec et ongle la stratégie européenne de Napoléon. Moi, je suis plus proche de la stratégie européenne de Talleyrand, que je n'apprécie pas. Donc, en tout cas, lui, il ne bouge pas sa façon de faire, et en plus, là, il a vraiment des gros problèmes de l'hypocondre droit, des douleurs hypogastriques. Je me sens mal. En appuyant la main sur mon estomac, ma tête résiste, mon corps succombe. Donc, il n'est pas vraiment en pleine forme. À la bataille de Ligny, bon, je ne vais pas refaire la bataille de Ligny, mais si Napoléon a perdu, la bataille de Waterloo, c'est parce qu'il n'a pas réussi vraiment à détruire l'armée prussienne le 16 juin. Ney a fait des conneries à quatre bras, Grouchy il a fait des conneries, et puis tout se passe très mal. Et puis Napoléon, il a beaucoup de douleurs à l'estomac, beaucoup de douleurs à l'hypocondre droit, il ne dort plus à cause de ces douleurs. Et le 16 au matin, quand il se réveille, il est complètement inopérant, il hésite, il ne sait pas donner les ordres généraux. Donc effectivement,
les préambules de la défaite de Waterloo sont déjà dans cette pré-étape. Alors, à Waterloo, magnifique tableau, Michel Mahieu avait ce tableau dans son bureau à la Saint-Vincent-de-Paul. Et tous les matins, parce que ça c'est le matin, quand j'étais son chef de clinique, ça c'est le matin de Waterloo. Vous savez, tous les matins, on a plein d'idées pour la journée, on rêve de l'avenir, puis après il se passe des choses. Et donc j'ai voulu, pour lui, le mettre, s'il était là, il aurait été heureux que je mette cette diapo. Alors la défaite de Waterloo, le sol, l'orage, tous les éléments sont contre lui, Ney fait des conneries, Grouchy il n'arrive pas, c'est Blücher, et la santé de Napoléon, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors là, il y a les témoignages sur Waterloo qui sont très divergents. Vous avez d'abord Adolphe Thiers, mais bon, Adolphe Thiers, il faut rappeler que c'est un élève de Talleyrand. Il a travaillé avec Talleyrand, donc il a pu être inspiré, et il dit non, Napoléon... il était en forme, il devait perdre. Napoléon, qui s'était couché qu'à 2h après minuit, était debout à 5h du matin, atteint d'une indisposition assez incommode, c'est morbide, il n'en avait pas moins passé 18 heures à cheval, depuis Ligny, et même avant, et il allait en passer encore autant dans la journée du 16, preuve assez frappante qu'il n'était pas du tout diminué. Ça, c'est ce que dit Thiers. Par contre, Charras dit... Nous devons le fait du grand maréchal du palais Bertrand et des proches, Gourgaud. Ces douleurs furent cause que pendant la grande bataille, Napoléon resta presque toujours à pied et y resta même lorsqu'il eût été nécessaire qu'il se portât à cheval sur tel ou tel point. Et puis Charras précise des 3 maladies dont souffrait Napoléon pendant la campagne de Belgique. Il n'en est pas une qui ne rende très pénible l'exercice du cheval. On va y revenir. Napoléon était très souffrant en Belgique et ses souffrances furent telles qu'il resta souvent à pied lorsqu'il aurait fallu qu'il fût à cheval. À l'époque, il n'y avait pas les multimédias, les smartphones, etc. Telle est la vérité. Et il y a eu des articles. Un article qui dit que pendant la bataille de Waterloo, il avait une cystite. Bon, c'est vrai qu'avec une cystite, on ne doit pas être très en forme pour affronter des Anglais, ça c'est clair. D'autres parlent d'affection hémorroïdaire et de crise hémorroïdaire. Ça paraît assez plausible. Et puis d'autres disent qu'il avait un abcès au génitoire. Bon, c'est une fistule anale vers les bourses. Et donc, il y a des éléments, effectivement, là-dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être le neurologue, mais c'est ce que Charras dit aussi. Et l'image, la photo qu'on voit, c'est pas la photo, excusez-moi, mais... on voit bien qu'il a été peint un peu apathique. Il était vieux avant l'âge, le long d'un exercice du pouvoir absolu, les efforts prolongés d'une ambition sans limite, le travail excessif du cabinet et de la guerre, les émotions, les angoisses de 3 années, etc. Son corps alourdi, presque obèse, ses joues gonflées et pendantes indiquaient la venue de cette époque de la vie où la décadence physique de l'homme a commencé. Il subirait maintenant les exigences du sommeil que naguère il maîtrisait à son gré. Les fatigues des longues journées à cheval, les courses rapides lui devenaient insupportables. Il sentait même, c'est lui qui l'avoue, un abattement de l'esprit. Donc, des troubles cognitifs, vraisemblablement. Est-ce le syndrome d'apnée du sommeil? Est-ce l'insuffisance rénale? On va voir, pour terminer, que l'hypothèse de l'anémie est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Après, les cardiologues qui se sont intéressés ont forcément trouvé une arythmie cardiaque, ça c'est évident. Et puis, vous savez, il a gagné sa dernière bataille. Si on parle de lui encore, c'est parce qu'il a su gagner sa dernière bataille. La naissance du romantisme vient de la perfide Albion qui a mis Napoléon dans des conditions déplorables, avec un Hudson Law méprisant, hautain, condescendant, qui a fait renaître le conflit entre la France et l'Angleterre pendant quelques décennies. Alors, on va aller très vite, mais il a de gros problèmes digestifs, ça c'est clair. Je ne vais pas les détailler, mais il a des problèmes digestifs. Ils sont intermittents, ils ne sont pas permanents. Pour les partisans du cancer de l'estomac, c'est intermittent, c'est pas permanent. Ça c'est clair. À partir de 1820, ça va à peu près. Puis à partir du 5 octobre, après un repas copieux, il ressent une vive douleur dans le flanc droit. On dit ça dans un dossier des étudiants, on pense à des choses.
irradiant dans l'épaule, il vomit, et puis ça va de plus en plus mal, il est confiné, et il est alité. On lui donne, il voulait absolument pas de médicaments, il avait trop peur d'être empoisonné par les Anglais, et puis comme il perd conscience, on lui donne du calomel, et il va mourir le 5 mai, comme vous le savez, à 17h49. Et bien sûr, il avait exigé qu'on lui fasse une autopsie. Parce qu'il voulait absolument qu'on démontre que c'était une maladie contractée à cause du climat de l'île, à cause des Anglais. Donc il a été autopsié, donc beaucoup de médecins anglais, on va même le dire, mais c'est Antomarchi à qui Napoléon va demander l'autopsie. Donc on l'a fait le 6 mai, donc c'est beaucoup plus. Alors, ceux dont on va aller vite, il a une lithiase rénale, ça c'est évident, il a une tuberculose. L'amibiase, ça c'était la hantise des Anglais. S'il a une amibiase, c'est à cause de nous, parce qu'il y avait beaucoup de militaires anglais qui mouraient de l'amibiase là. Et si on l'avait mis vraiment du côté de l'île où il y avait le plus de maladies, ça, il faut reconnaître que les Anglais sont très forts pour ça. Donc amibiase, peut-être. Et puis récemment, par l'étude PCR, on s'est aperçu que les Anglais mouraient d'hépatite B et que Napoléon avait une PCR positive à l'hépatite B. Est-ce qu'il a attrapé là-bas? Alors l'hépatite B, c'est pas l'hépatite A, mais en tout cas, il avait une PCR positive à l'hépatite B. Alors après, il y a bien sûr la grande idée, mais ça pourrait être une conférence complète sur son estomac, est-ce que c'était un cancer ou pas? Alors, le résultat de l'autopsie, la première compte rendu, parce qu'après il y a eu des faux, d'Antomarchi, il y a un trou de diamètre de 3 lignes, bon, etc. On parle d'ulcère cancéreux, de gonflement. Alors ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le compte rendu des Britanniques, Short, Arnaud, Mitchell, etc., où on voit vraiment qu'il y a vraiment un trou, il y a un envahissement de l'estomac, mais il n'y a aucune métastase. Aucune métastase. Alors, on y reviendra juste après. Les causes de la mort, pour certains, c'est une perforation dysentérique, d'autres une arythmie cardiaque, d'autres une insuffisance rénale. Je passe très vite sur la théorie de l'empoisonnement, parce que c'est lui-même qui disait « Je meurs prématurément, assassiné par l'oligarchie anglaise et son sicaire, Hudson Law. Jetez cette tasse de café, je ne veux pas la boire. Cet homme, Hudson Law, s'en est approché. Je le crois capable de tout. » Alors, certains disent qu'il prenait des petites doses d'arsenic. Ça, c'est plutôt Michel Mailleux qui le pense. Prenait des petites doses d'arsenic, phénomène de mithridation pour être malade, pour être rapatrié en France ou en tout cas en Angleterre, pour quitter l'île. D'ailleurs, Lascaz va diffuser cette information quand il va revenir, bien avant la mort de Napoléon. Alors, je passe parce que les Américains aiment bien, je dis, il n'est pas enterré à Paris, et puis il a été empoisonné avec des arguments. Globalement, on peut dire aujourd'hui, je ne vais pas détailler, mais il n'a pas été empoisonné, parce qu'on a retrouvé on a retrouvé de l'arsenic, mais à l'époque, il y en avait partout. Il y en avait dans les poudres qu'on mettait sur les cheveux, etc. Après, on a évoqué le fait que c'était le sang du truc, etc. Je n'ai pas le temps de détailler, mais il n'y a pas beaucoup d'arguments pour ça. Alors, le cancer de l'estomac, c'est l'hypothèse. Il y a eu en 2021 un débat international avec tous les grands spécialistes mondiaux au bicentenaire de sa mort, pour savoir de quoi il est mort. Et la conclusion, mais enfin les experts des fois ils disent pas forcément, ils disent c'est un cancer de l'estomac stade 3A sporadique, parce qu'en plus il a perdu 11 kilos dans les derniers moments. Mais il n'y a eu aucune microscopie de fait. Alors les gens qui sont contre cette hypothèse disent ben oui, mais d'abord ça a été fluctuant, il mangeait de la viande jusqu'à la fin. Il n'y avait pas eu vraiment de cachexie. Pour un cancer de l'estomac, c'est un peu compliqué. Quand on a fait l'autopsie, il y avait quand même 2 cm de graisse au niveau du sternum, ce qui paraît... C'est vrai que moi, ça me choque un peu qu'on soit sûr que ce soit un cancer. Alors, il y a une hématologue qui a suivi le DU qui a une hypothèse qui me semble qu'on va travailler là-dessus. Pas de tumeur, pas d'anénopathie, pas de métastase. Et une hématologue qui suit le DU m'a envoyé un petit mot en disant « Mais ce que vous décrivez, il y a des lymphomes gastriques... qui décompense à la dernière minute et qui donne absolument au début une anémie, etc. Et c'est l'hypothèse qui pourrait être avancée, qui n'a pas, à mon sens, on ne l'a pas encore évoquée. Alors,
Gaucher, qui est l'un des derniers à vraiment travailler sur la mort de Napoléon, a repris toute la discussion. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Napoléon est mort, on ne connaissait pas encore la gastrite chronique qui donnait des anémies, puisque Cruvelier l'a décrit beaucoup plus tard. Et lui, il pense qu'il avait une gastrite chronique, Helicobacter pylori, avec ulcération et micro-saignement, qui aurait entraîné une anémie. L'anémie n'avait été décrite qu'en 1803, mais la gastrite micro-hémorragique n'a été décrite que beaucoup plus tard. Et quand on regarde tous les rapports cliniques, quand il est à Sainte-Hélène, on dit il a les pieds froids, pâleur extrême, impression de froid glacial dans tout le corps, refroidissement des extrémités, pâleur des ongles, etc. À l'autopsie, le visage et le corps étaient pâles, enfin un cadavre en général, c'est pâle. Une matière noirâtre enduisait les gros intestins. La peau était d'une extrême blancheur et délicate. Et donc, anémie, mais alors l'anémie, ça peut être dû aussi à l'insuffisance rénale, ça peut être dû si c'est un cancer de l'estomac. Donc, on reste avec la légende. Et je termine en disant qu'il a vraiment gagné sa dernière bataille, parce que Victor Hugo en premier, ils ont fait naître toute la légende en disant cet homme clément pour ses adversaires devient leur martyr volontairement exilé sur une île lointaine au climat malsain, dans des conditions précaires, dans le but qu'il y contracte une maladie mortelle induite par le climat. Et, voilà. Et je ne peux m'empêcher de terminer par le plus grand des écrivains. En tout cas, c'est une personnalité que je déteste, mais il faut quand même avouer qu'il savait écrire. Le 5 à 6h moins 11 minutes du soir, au milieu des vents, de la pluie et du fracas des flots, Bonaparte rendit à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Alexandre ne mourut point sous les yeux de la Grèce, il disparut dans les lointains superbes de Babylone. Bonaparte n'est point mort sous les yeux de la France, il s'est perdu dans les fastueux horizons des zones torrides. Il dort comme un ermite ou comme un paria au bout d'un sentier désert. La grandeur du silence qui le presse égale l'immensité du bruit qui l'environna. Où se repose-t-il aujourd'hui ? Il repose sur les cendres dont le poids a fait pencher le globe. Merci.